Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Autour de la table avec moi, 3 invités pour parler gaming cette fois. Bonjour Claire Léger, vous êtes senior game producer chez Spiders. Bienvenue, merci d'être avec nous. Romain Piéguet, CEO de AdvanWorks. Bienvenue, merci. Et puis Marianne Tostivin, game director chez Gamabilis. Bonjour. Bienvenue. Alors on est là pour parler bien sûr gaming. Tout à l'heure dans l'espace au calme, c'est Muriel Tramis qui sera sur le plateau pour parler de l'évolution du secteur du jeu vidéo en France. C'est elle qui a notamment lancé le jeu pédagogique Adibou. Alors Marianne, je m'adresse à vous. Vous, ce type de jeu, est-ce que ça vous parle? Vous êtes plutôt dans les jeux à impact positif? Oui, exactement. Alors, on n'est pas tout à fait sur du jeu éducatif. Nous, on travaille plus sur le comportement, sur la posture que sur la connaissance, en fait. Mais c'est un petit peu dans la même veine. Nous, notre idée, c'est vraiment d'utiliser le jeu, de ne pas faire des jeux, de ne pas faire de l'e-learning, mais d'utiliser vraiment le pouvoir du jeu, l'engagement, pour transmettre autre chose. Voilà, donc des connaissances, bien sûr, mais surtout le comportement. On parle agroécologie, diversité. En fait, on vise l'impact sociétal en utilisant le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça peut être un outil d'éducation, alors hein, on est vraiment dedans. Oui, ça peut être un outil d'éducation, de sensibilisation, surtout, je dirais, mais au même titre que les autres médias. En fait, le cinéma peut l'être, la littérature, et il n'y a pas de raison. Le jeu vidéo, en plus, on peut expérimenter des choses. Ouais. Donc je dirais que c'est un outil encore plus puissant pour ça. En parlant d'éducation, c'est un secret pour personne, hein. La jeune génération est très portée sur la question environnementale. Est-ce que le jeu vidéo peut s'adapter et être écolo, Claire? Alors, vaste question. Vaste question parce qu'il y a quand même une dimension technologique importante qui est notamment avec l'évolution des jeux en ligne à la charge des serveurs, qui est quand même un important sujet à impact environnemental fort. Il y a un certain nombre de sociétés qui essaient de se positionner là-dessus pour réduire justement l'impact environnemental, notamment des jeux en ligne. Alors en plus, on peut parler évidemment des consoles, etc., des composants des consoles. Donc il y a des solutions. Après, ça va mettre longtemps à se mettre en place parce que notamment si on prend l'exemple des consoles et des composants, ça met quand même très longtemps avant qu'on puisse développer une console. Donc c'est clairement dans les sujets d'actualité, mais c'est pas encore vraiment mis en place, je dirais peut-être dans 5 ans, 7 ans à peu près. À moyen terme, quoi. À moyen terme, oui, tout à fait. Vous, Romain, vous travaillez chez AdvanWorks, vous l'avez monté, vous étiez chez Ubisoft avant. Alors, on passe de Ubisoft à sa propre entreprise. Est-ce que c'est difficile de s'imposer face à un mastodonte comme Ubisoft ou ce genre de grosses boîtes de gaming? Le jeu vidéo, au final, c'est assez simple. Il faut vraiment faire avec les meilleurs talents un contenu artistique qui va plaire à une audience. Et pour ça, on n'est pas obligé d'être un mastodonte pour le faire. Ça peut même commencer avec une seule personne. Ah oui. Voilà. Ok. C'est ma réponse. Ensuite, évidemment, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Donc, créer un studio, c'est une grande aventure. Beaucoup de gens vous disent que c'est impossible. Jamais il sera possible de créer un nouveau studio, c'est très très dur. Mais il faut juste pas les écouter et continuer et rassembler les meilleures personnes autour de soi. C'est quoi le business model d'AdvanWorks? Alors nous, on est sur le jeu mobile de qualité qui s'appelle Hybrid Casual. Donc on fait des jeux qui ont une grande profondeur de gameplay, mais qui s'adressent à tout à chacun. On sait que les gens consomment beaucoup les jeux et se lassent assez vite. C'est quoi votre recette justement pour les fidéliser et pour que les gens continuent à jouer à ces jeux? Alors pour ça, oui, ça revient un peu c'est un peu comme écrire un bon bouquin. Il faut qu'il soit passionnant, faut qu'il y ait du contenu, faut qu'il y ait vraiment des émotions qui s'en dégagent. Le jeu vidéo, c'est pareil. Après, c'est pas avec des mots, c'est une autre dimension. Il y a l'interactivité. Il y a donc des profondeurs d'expérience. Il faut qu'on ait vraiment quelque chose à vivre et qui nous donne envie donc, de revenir dans notre contenu et rejouer notre jeu. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail d'écriture et d'interactivité. Encore une fois, qu'on fait donc avec des gens qui ont du talent. Oui, parce que tout jeu vidéo commence par une histoire. C'est-à-dire que c'est un support aussi pour raconter l'histoire. Ou un gameplay. Ou un gameplay. Jeu, voilà, exactement. Mais après, ou un univers. Avec un public, parce que des fois, on peut avoir des très bons jeux qui ne vont pas forcément rencontrer un public, ou à l'inverse. Je pense qu'il y a aussi avoir le bon jeu au bon moment. Il y a toute une part de chance, quelque chose qui ne s'explique pas aussi dans le succès d'un jeu. Exactement, oui. Notre travail d'écriture, c'est vraiment le gameplay avant tout. La force du jeu vidéo, c'est qu'on introduit l'interactivité par rapport au cinéma ou tous les autres médias. Et avec ça, on va pouvoir générer des émotions. Donc évidemment du fun avant tout, mais ça peut être aussi de la tristesse, de l'amour, tout type d'émotions.
Et là-dessus, on a une chance incroyable de pouvoir utiliser ce mode d'expression. Claire, je m'adresse à vous. Vous travaillez chez Spiders. Comment est-ce que vous observez le marché du jeu vidéo et la pénurie qui touche le secteur ces derniers mois? On parle spécialement de la pénurie de Xbox, par exemple. Comment on peut expliquer ça? Il y a un manque de composants global, ça touche la fabrication des téléphones mobiles, ça touche les PC, ça touche les consoles. Après, on est au début de la nouvelle génération de consoles, donc c'est pas encore un parc par rapport aux joueurs qui est encore très très bien installé. On parle, je pense, par rapport aux derniers chiffres, on parle de 10 millions de PlayStation et à peu près entre 5 et 7 millions pour Xbox. Enfin, ils n'ont pas communiqué leurs chiffres, mais on est à peu près sur ces eaux-là. Donc on est encore au début de la nouvelle génération de consoles, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui sont sur les versions antérieures. En plus de ça, nous à notre niveau, ça nous impacte moins puisqu'on fait des jeux qui sont directement multiplateformes. Donc on va autant toucher les joueurs PlayStation que les joueurs Xbox, que les joueurs PC. Et puis il y a pas mal d'autres studios finalement aussi qui développent sur Switch. Il y a les jeux PC en ligne très concrètement où c'est peut-être plus facile d'accès que les consoles parce que les consoles c'est encore un bien cher à l'heure actuelle qui est principalement pour les marchés des pays développés alors qu'on voit clairement une émergence des joueurs sur le marché casual gaming, notamment sur les téléphones portables. Marianne, vous avez mis en place un programme de recherche sur l'impact des jeux vidéo sur les comportements. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, c'est en cours, donc on n'a pas encore des conclusions, mais pour l'instant, oui, ça nous paraissait important. Nous, on est persuadés que les jeux vidéo peuvent avoir un impact positif. Ouais. Ça nous paraissait important de chercher à le mesurer, à le prouver. Donc c'est pour ça qu'on a une sociologue qui travaille avec nous sur le sujet. Les premières expérimentations qu'on a faites sont plutôt positives. En effet, on arrive à faire changer les comportements. Toute la difficulté, en fait, ça va être de trouver à chaque fois, quand on veut adresser un problème, finalement, quelle mécanique de jeu va aider quelle population à faire évoluer son comportement. Voilà. Vous avez un exemple de type de comportement? Sur l'agroécologie, par exemple, on va utiliser un jeu qui va permettre, en fait, de tester différents modèles agricoles et notre espoir c'est qu'en fait ça inspire les futurs agriculteurs et ça permette aux consommateurs de consommer plus intelligemment parce qu'ils auront compris finalement que c'est pas forcément que du bio local qui va être une des voies de la transition agroécologique. Voilà, ça peut être pour l'instant on a des retours sur des tests donc de jeux plus santé. Autour par exemple de l'épilepsie et des risques domestiques liés à l'épilepsie. Voilà, on a testé là-dessus et c'est assez concluant. Et aussi sur les questions d'innovation, parce qu'on s'adresse aussi bien au grand public aussi qu'aux sociétés qu'on accompagne sur les questions par exemple d'innovation en interne à travers le jeu vidéo. D'innovation, dans quel domaine exactement de l'innovation? Comment est-ce que vous travaillez sur l'innovation? Alors vraiment, c'est sur la posture, c'est comment créer les conditions pour que les équipes soient innovantes, pour qu'elles soient disruptives. C'est qu'est-ce qu'on crée comme environnement pour que les gens soient créatifs, sortent un petit peu de leurs habitudes et essaient de trouver des nouvelles solutions, itèrent, prototypes, plutôt que d'avoir des très très longues phases de conception et le tester après. Ouais. Et donc en fait, le jeu vidéo permet vraiment ça, parce que le jeu vidéo permet de tester plein de choses, d'expérimenter plein de choses. C'est intéressant ce plateau qu'on a ensemble puisque ça démonte un petit peu les clichés, tout ce qu'on est en train de dire sur le côté éducation. C'est important de montrer que le jeu vidéo est bien au-delà de l'idée reçue que beaucoup de gens ont sur les jeux vidéo. Et justement sur ce plateau, on a deux femmes, encore une idée reçue un petit peu dans le domaine du gaming, que c'est pas un milieu féminin. Est-ce que c'est vraiment représentatif l'idée reçue qu'on s'en fait du milieu du gaming? Est-ce qu'il y a plus en plus de femmes? Est-ce qu'être une femme dans le milieu du gaming, c'est difficile, c'est différent ou pas? Je vous laisse la parole, vous qui êtes dans le milieu depuis longtemps. Je pense que c'est comme dans le reste de la société. Je pense qu'il n'y a pas plus de problématiques de sexisme dans le jeu vidéo qu'il y en a dans le reste de la société. Et je pense qu'au contraire, on va plus les montrer du doigt. Alors, il n'y a pas assez de femmes encore, hein, attention, c'est pas pour dire que c'est rose, il n'y a pas assez de femmes, surtout, je dirais, dans les métiers techniques, où là, il n'y a pas assez de filles dans les écoles, de jeunes filles dans les écoles. Mais bon, je pense que, moi, j'ai pas souffert plus qu'ailleurs de sexisme, de discrimination, voilà. Alors, je dirais qu'il y a une barrière d'accès, mais elle est dans les têtes principalement, la barrière d'accès. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans les écoles de jeux vidéo qui y rentrent. Malheureusement, il n'y en a encore pas beaucoup qui sortent
On espère que ça va changer dans l'avenir. C'est quand même c'est lié effectivement aux problématiques sociétales parce que c'est pas vrai que dans le jeu vidéo. Après, les métiers du jeu vidéo sont des métiers éminemment techniques. Donc c'est vrai que par exemple, si on prend les équipes de développement et de codeurs, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile de sortir d'une école d'ingénieur peut-être que quand on est une femme que quand on est un homme. Et après, c'est peut-être un peu plus difficile de faire sa place dans les studios. On essaie de faire en sorte que ça change. Il n'y a pas de raison pour que ça ne change pas. Après, oui, c'est pas encore très très facile et malheureusement, même si les chiffres augmentent, on est aux alentours, je pense que c'est 20% à peu près à l'heure actuelle maintenant dans les studios. Oui, c'est ça, c'est environ 20%, c'est à peu près comme je crois dans l'astrophysique. En fait, c'est des domaines où... Mais c'est le plafond de verre, je pense. Ouais, enfin, c'est plus cette idée-là que... On peut laisser parler les hommes sur le sujet. En revanche, en termes d'audience sur mobile, la majorité des joueurs sont des joueuses. C'est plus de 60% des joueurs sur mobile qui sont des femmes. Qui sont des femmes. Et donc, d'où, évidemment, cette importance d'avoir dans ces équipes des femmes. Et donc, big up dans nos équipes à Justine, à Aline et aux différentes femmes que nous avons dans nos équipes. C'est extrêmement important pour comprendre l'audience à laquelle nous nous adressons. Oui, c'est au-delà, évidemment, de Mais sur l'ensemble des jeux, on est à peu près à 50% de public féminin sur l'ensemble des jeux vidéo. Donc cette idée qu'on a du gamer, chez lui, c'est un peu un cliché, et comme tous les clichés, ils correspondent de moins en moins à la réalité. Et comme tous les clichés, il faut les démonter. Et aujourd'hui, c'était le meilleur moment pour démonter des clichés. Est-ce que vous, dans votre temps libre, vous êtes sur les manettes, vous consommez beaucoup de jeux vidéo ou vous êtes... Ah oui, quand même. On dit que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais par exemple à la télé, il y a très peu de gens qui ont une télé chez eux. Alors est-ce que dans le gaming, vous jouez beaucoup au gaming ou... Oui, on joue énormément. Ouais. On a un club de lecture ah oui, d'accord. entre nous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus parler gaming et d'avoir partagé votre passion avec nous. On vient de parler gaming et jeux vidéo. Savez-vous qu'il existe un mouvement lancé par BPI France qui réunit les ICC, les industries culturelles et créatives. Derrière cet acronyme se cache 6 verticales: mode et création, jeux vidéo, édition, art visuel et art de vivre, musique et spectacle vivant, cinéma et audiovisuel. Il s'agit en fait de la French Touch, symbolisée par un coq lumineux, à l'image de ces secteurs qui font rayonner la France à l'international. Allez, ne bougez pas, on change tout de suite de sujet maintenant pour parler divertissement et spectacle vivant.